Amis téléspectateurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre émission Expertise scientifique qui reçoit une fois de plus aujourd'hui le professeur Ekina Bongongo, professeur PhD, économiste, expert en joint venture, avec qui nous allons parler bien évidemment de la joint venture et aussi de l'actualité sur le code minier et tout ce que nous avons comme performance au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Professeur John Ekina Bongongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous vous avons comme invité dans notre émission, puisque nous devons le dire, ce n'est pas la toute première fois que vous passez à cette émission. Donc, c'est la 3e ou 4e fois que vous êtes avec nous pour parler de la joint venture. Vous avez publié un livre sur la relance des industries industrialisantes par la formule joint venture. Pour ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre dans les différents numéros de notre émission, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en rapport avec la joint venture? Encore une fois, merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Comme vous venez de le dire, c'est la 3e fois que vous me recevez dans votre émission qui est de nature éminemment scientifique. Monsieur le journaliste, je certifie avec assurance que les différents personnages que vous recevez dans cette émission font des analyses pointues et apportent des contributions avérées pour l'amélioration de certaines structures étatiques ou privées de notre pays et aussi des services ou des secteurs de l'économie nationale. Pour cela, je demande à ce que ces contributions et analyses soient implémentées pour le bon fonctionnement de la République. Pour ce qui est de la joint venture, j'ai publié cet ouvrage en 2015 aux éditions universitaires européennes d'Allemagne. Et dans cet ouvrage, j'ai tout simplement retracé le fonctionnement de partenariats conclus dans notre pays avec notamment la GECAMINE. Ces partenariats avaient comme objectif la relance de cette industrie qui était restée longtemps en veilleuse. Mais après avoir scruté les choses avec l'œil du chercheur et d'enseignant, on a constaté que ces partenariats, appelés communément joint venture, n'étaient pas bien signés dans le sens qu'on a remarqué trop d'abus du point de vue de certains éléments comme les déséquilibres entre les partenaires locaux, les partenaires étrangers. Professeur, là-dessus, nous allons y arriver par rapport à ce que vous avez constaté. Mais de prime abord, nous voudrions à ce que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs la joint venture, c'est quoi au juste? Voilà. Merci pour la question. La joint venture est un partenariat. Un partenariat qui doit être conclu entre 2 ou plusieurs partenaires, c'est-à-dire 3-4. Et dans ces partenariats, les associés, les partenaires mettent leurs moyens ensemble pour partager le risque. C'est un partenariat différent des autres. Parce que ici, l'entreprise qui est créée va fonctionner de façon autonome. Les entreprises qui l'ont créée ont aussi leurs entreprises
qui continue à fonctionner. Mais en créant cette joint venture-là, ils vont maintenant travailler en synergie. C'est-à-dire cette entreprise peut avoir des relations commerciales, des relations administratives avec les entreprises qui l'ont créée. Donc bref, la joint venture n'est qu'une association de partenaires qui s'engagent pour partager le risque. Les uns apportent, n'est-ce pas, le savoir-faire, les autres apportent le patrimoine industriel. On apporte aussi, comme le cas de la GECAMINE, des carrés miniers, ainsi de suite, et on met l'argent ensemble. On fonctionne avec des méthodes comme quoi il faut réaliser le profit, et que lorsque le profit est réalisé, vite fait, on n'est pas là pour le partager, mais c'est pour faire avancer l'entreprise. Donc, la joint venture a une vision à long termiste et non à court termiste. Donc, la joint venture permet à ce qu'on ait la relance des industries industrialisantes. Bien sûr. Comment expliquez-vous cela? Parce que l'entreprise comme la GECAMINE était arrivée dans une situation d'arrêt. L'entreprise, la GECAMINE, n'exploitait plus, n'est-ce pas, du point de vue industriel. Et il fallait maintenant trouver des moyens pour relancer. L'État a essayé de le faire avec ses propres moyens, mais n'a pas pu. Il y a eu plusieurs programmes, les programmes quinquennaux, le programme triennaux pour relancer la GECAMINE, mais cela n'a pas marché faute de moyens de financement. C'est un truc que, cette fois-ci, on a pensé faire recours à la joint venture. Joint venture parce qu'il faut trouver un moyen pour attirer les capitaux étrangers afin de travailler ensemble pour procéder à cette relance. Ce qui fait que depuis que nous sommes dans ces partenariats, vous voyez que la GECAMINE a commencé quand même à produire ce que ne se faisait plus il y a belle lurette. Donc la GECAMINE fonctionne aujourd'hui avec le partenariat que nous appelons joint venture. Mais que reprochez-vous concrètement à ces partenariats? Puisque vous dites que la joint venture, la GECAMINE plutôt, fonctionne aujourd'hui avec ces partenariats. Mais à travers votre sujet, ou quand vous parlez de la relance des industries industrialisantes, c'est comme si vous aviez trouvé quelques éléments qui n'ont pas été respectés par rapport à ces contrats. Oui, si le contrat, au fait, était mal négocié. Vous avez annoncé l'émission en épinglant le code minier. Le code minier de 2002, et on a un nouveau code minier depuis 2018. Si vous voyez très bien, le soubassement de la joint venture était le fait du code minier. Le code minier avait mis un cadre juridique pour assurer l'attrait des investisseurs étrangers. Et dans ces codes miniers, on a remarqué des déséquilibres criants. Je vous prends un exemple. Le pas de porte, le royalty, le redevance, si je ne peux prendre que le redevance, cela a été fixé à 2%. Donc, si vous réalisez les activités industrielles au niveau de la GECAMINE, dans ces mining-là, vous ne pouvez payer que 2% de chiffre d'affaires. Et cela a un peu pénalisé, n'est-ce pas, le fonctionnement de la joint venture. Il y a eu aussi d'autres mots qui rongent. C'est par exemple le pas des portes. Les pas des portes, ce sont des sommes qu'on paye lorsqu'on veut entrer dans une activité minière et autres. Mais le pas de porte là n'était pas signalé au départ. On a fonctionné comme ça. C'est plus tard qu'on a découvert qu'il fallait payer le pas de porte. Même alors, ces pas de porte ne pas payer en bonne et due forme. Donc, un contrat totalement penché d'un seul côté, c'est-à-dire favoriser les investisseurs étrangers au détriment des partenaires locaux. Manque de transparence.
vous allez voir que pour commencer une joint venture, on demande à ce qu'il y ait les études de faisabilité. Mais on a constaté que certains joint ventures ont fonctionné sans pour autant réaliser cette étude. Or, dans cette étape-là d'étude de faisabilité, on décrit tout, les différentes parts, ce qu'on va gagner, ce qu'on va céder, ainsi de suite. Donc, nous étions totalement mal partis avec cet ancien code minier qu'on a tant décrié. Et vous avez vu qu'à la fin de 2018, on a mis en place un nouveau code minier qui a essayé un peu de corriger, n'est-ce pas, les dérives totalitaires qu'on a constatées dans ces secteurs. Mais puisque vous parlez de ces dérives totalitaires dans ces secteurs, quand les politiques prennent des décisions, par exemple, de pouvoir faire appel à des partenaires internationaux pour relancer nos industries, est-ce que vous, les scientifiques, vous êtes consultés? Bon, normalement, les scientifiques au Congo ne sont pas considérés, ne sont pas intéressés lorsque on prend de telles décisions. Parce qu'il y a des cabinets d'études, il y a des chercheurs indépendants. Mais souvent, le tout se fait au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement. Les gens qui sont au gouvernement vont signer ce genre de partenariat. C'est un peu la configuration de choses dans ces secteurs. Je parle de manière tout à fait légale, officielle, où il y a un appel d'offres. On fait appel à qui? Aux spécialistes des joint ventures. Et ils sont nombreux pour que nous puissions mettre la main dans la pâte. Et je parie que ce sont des choses qu'on doit nécessairement corriger. Parce que si nous entrons en joint venture, il doit y avoir la prospection, l'exploration. Vous allez voir qu'il n'y a que les partenaires étrangers qui le font. Et quand ils doivent le faire, il y a tout le moyen à leur disposition pour, n'est-ce pas, donner des valeurs qui ne nous arrangent pas. C'est-à-dire, au lieu de mettre des valeurs réelles, on essaye d'évaluer, on essaye de présenter les chiffres qui ne nous profitent pas. Or, dans ces pays, il y a des facultés, des facultés de polytechnique où on forme des ingénieurs de mines, où on forme des métallurgistes. Alors, moi, j'aurais aimé que, de manière tout à fait officielle, une part importante soit réservée, n'est-ce pas, aux scientifiques, lorsque on est en train de signer des contrats de grande envergure, tels que la joint venture. Mais puisque vous avez parlé de la réforme du code minier en 2018, mais votre ouvrage date de 2015. Et pendant le vernissage de votre ouvrage, nous avons vu la présence de politiques. Nous avons vu la présence de Jean-Lucien Boussa, qui est aujourd'hui ministre. Nous avons vu le professeur Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat, et autres, le professeur Bongongo. Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de pouvoir contacter ces politiques afin que vous soyez aussi impliqués dans ce travail-là? Voilà. Les personnages que vous venez de citer, ce sont des éminents. Ce sont de grands professeurs. Et si vous avez entendu leur prise de parole, tour à tour, ils ont déclaré, ils ont allégué que cet ouvrage était un ouvrage qui avait une importance, c'est-à-dire haute portée scientifique. Et ils ont même recommandé que le gouvernement pouvait en faire usage, dans la mesure du possible. Et depuis lors, je remarque que de temps en temps, on commence à utiliser les termes joint venture
le terme gagnant-gagnant, avec un peu de précision, c'est grâce à cet ouvrage. Je dois dire que dans les discours de certains politiques, on sent aussi, n'est-ce pas, l'utilisation de ces concepts-là. Mais cela n'est pas suffisant. Il faudrait que nous puissions arriver à être invités, même pour communiquer, donner l'information, des ateliers scientifiques, pour que nous puissions apporter notre pierre dans cet édifice. Vous allez voir que je suis dans les ambassades. J'ai été à l'Institut français pour animer une conférence sur la joint venture. Vous étiez là en tant que journaliste. J'ai été invité aussi au Centre culturel Congo-Japon pour faire la même chose. À présent, je suis au Centre culturel américain pour donner la formation sur la joint venture et l'entrepreneuriat. De façon officielle, je l'ai fait une fois, mais on a préféré encore faire recours à moi et je suis en train de le faire. Si je ne peux citer que ces trois structures de très haute portée internationale, vous allez voir que ces ambassades s'intéressent à la joint venture. Et quand on m'invite là, on a besoin que la joint venture soit vulgarisée dans notre pays. Mais en écrivant dans certaines structures dont j'étais le nom, pour que je puisse communiquer, pour que je puisse former, pour que je puisse apporter un peu d'éclaircissement afin d'éviter que la situation continue à s'empirer. On ne me répond pas, soit on me fait attendre. C'est un peu notre pays, mais nous ne le faisons pas pour accéder soit à un poste, mais nous le faisons parce que l'université a aussi un caractère sociétal. Tout ce qui se passe dans la société, nous, en menant nos recherches, nous sommes tenus, nous sommes obligés de faire savoir, n'est-ce pas, ces recherches-là à travers les médias. Lorsque vous nous invitez comme ça, je crois que les autorités sont suffisamment informées. Maintenant, il leur appartient, n'est-ce pas, de s'approprier l'étude, comme je l'ai toujours dit, pour essayer de recadrer certaines choses. Oui, la République démocratique du Congo a tout intérêt de s'approprier le résultat de vos études, de vos recherches, d'autant plus que sur le plan international, vous êtes vraiment reconnu. Nous avons été avec vous quand vous aviez présenté aussi les diplômes d'honneur que vous avez reçus de la part de l'Allemagne. Donc aussi, ici, nous devons vraiment lancer un appel aux autorités tant politiques que scientifiques de notre pays de reconnaître le travail abattu par le professeur John Ekina Bongongo. Le livre en question, comme j'ai dit, que ça a été publié en Allemagne. Et 3 ans après, les Allemands m'ont envoyé un diplôme honorifique pour l'excellence de cette œuvre. Donc cette édition a trouvé que parmi les ouvrages qui étaient publiés en ces temps-là, mon ouvrage était le meilleur. Et après, ils sont venus ici à Kinshasa pour me rendre visite, pour échanger avec moi. Et bien après, quand ils sont rentrés, ils ont traduit mon ouvrage en 7 langues internationales. Il s'agit, entre autres, de la version italienne, la version allemande, la version anglaise, la version portugaise, la version espagnole, la version polonaise et néerlandaise. Vous voyez, cet ouvrage a un aura international indescriptible. Je l'ai présenté partout, même à l'ambassade des États-Unis, avec l'ambassadeur Mike Hammer. Il a apprécié l'ouvrage. Et comme je viens de vous dire, je continue dans ce sens. Mais après j'ai encore publié 2 autres ouvrages dans la même édition. Et ce sont des ouvrages qui se comportent bien. Et nous sommes là en train de continuer la réflexion dans ce sens.
Parce qu'aujourd'hui, professeur, ce n'est pas pour vous flatter. L'IGF venait de rendre public son rapport d'enquête sur la gestion de la GECAMIN. Vous êtes satisfait du fait que l'IGF vous donne quand même raison par rapport à ce que vous avez toujours dit? Oh, je ne m'attendais pas à cette question. Je dois dire ceci. L'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinghetti, l'inspecteur général de son État, sentinelle de la République. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation. Après avoir fait un état de lieu, je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, mais il est dans le contrôle a priori et concomitant. C'est un peu ça. On ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de décrier cette façon de choses, mais on doit un peu lire les textes qui créent l'IGF. On doit voir que l'IGF est sur ces trois champs-là. Contrôle a priori, c'est-à-dire avant toute chose, l'IGF passe pour placer le verrou. Il place le verrou. Et puis, le contrôle concomitant, l'IGF est là pour desserrer les verrous, voir ce qui se passe, contrôler et loger un peu dans l'esprit des gens qui travaillent, l'esprit du contrôle. Parce qu'on ne doit pas oublier, dans une action managériale, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la coordination et en fin de compte, il y a le contrôle. Et les gens, quand on parle du contrôle, et cela n'arrange pas. Mais on doit savoir qu'une action de gestion se termine toujours par les contrôles. Et ce contrôle est un contrôle qui peut arriver de façon sporadique, un contrôle qui ne peut pas être annoncé, un contrôle qui arrive à tout moment. On est en train de décrire le fait que, bon, il essaye de trop médiatiser, mais c'est parce que le mal était trop profond. Oui. Ça, c'est un élément de dissuasion. Et là aussi, nous pouvons encore ajouter pour dire que par rapport aux fleurs que vous jetez à l'IGF, le travail abattu par l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinghetti, a apporté ce fruit parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a eu des réalisations par rapport aux recettes fiscales de la République avec le ministre des Finances. Donc, c'est là aussi, c'est le fruit du contrôle, le fruit de la dissuasion.
Oui, bon, oh là là, vous êtes un peu dans les institutions. Oui. Bon, comme il s'agit de faits de société, Oui. on doit quand même en parler. Les ministres des Finances, Nicolas Kazali, nous avons suivi la manière dont il est en train de piloter ces ministères-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est le super profit. Quand je fais mes analyses, j'ai toujours évoqué les super profits. Parce que les super profits, c'est l'une des dispositions du code minier, les codes miniers révisés, les codes miniers actuels. Parce que l'ancien code minier, on ne parlait pas de super profit. Et super profit, c'est lorsque vous allez au-delà de ce qui a été prévu. Il y a un seuil de bénéfices. Lorsque vous excédez ce seuil-là, l'écart doit être fiscalisé. Et cela, c'est de l'ordre de 50%. Alors, comment on arrive à cet impôt-là, super profit? Au niveau international, il y a l'évolution de cours de nos matières. Et lorsque cela nous est favorable, parce qu'en économie, on dit que nous sommes des économies comme on appelle price taker, c'est-à-dire que nous prenons le prix tel que cela se présente sur le marché. Tandis que les grandes, disons, nations sont considérées comme des price makers. Mais les cours des matières, lorsque ça évolue dans le sens de l'augmentation, augmentation en exponentielle, comme nous constatons maintenant, cela crée des profits supplétifs. Maintenant, le législateur a trouvé que non, il faut demander à ce que lorsqu'on va au-delà d'un certain seuil, qu'on puisse payer le super profit. Et vous avez vu qu'il faut recouvrer au moins 870 millions, je peux même arrondir, 880 millions de dollars américains pour le super profit. Quand nous étions en train d'expliquer à la télévision, il faut faire très attention, parce qu'on a sonné un peu, disons, on a essayé d'alerter l'opinion que non, attention, le super profit doivent être payés dans la mesure où le comportement de nos matières premières à l'étranger était devenu alléchant. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, ça corrobore avec ce que nous avons dit, et ça ne peut que me réjouir. Et cela, ce sera toujours dans la continuité de la jeune venture. Oui, la jeune venture est considérée aujourd'hui comme incontournable dans ce que nous sommes en train de faire. Nul ne peut s'en passer. Même sur le plan environnemental, il y a toujours moyen d'insérer la joint venture. Lorsque, au niveau de la COP 26, on a évoqué les dispositions de notre pays qui avait une forêt, deuxième au monde, qui a un environnement qui pouvait naturellement recevoir des rétributions par le fait que nous conservons cet environnement. Il faut tisser maintenant des partenariats avec la communauté internationale pour que nous puissions entrer dans l'orbite de partenariats gagnant-gagnant. Donc, dans tous les secteurs, même dans le secteur social, dans tous les secteurs, la joint venture doit, n'est-ce pas, être une sorte de référentiel pour permettre au pays d'avoir les moyens. Et une fois si ces moyens sont bien gérés, je crois que nous allons, comme je l'ai toujours dit, chercher à quitter l'ornière et pour se placer autour du soleil, là où les choses brillent, et avec cette brillance, nous allons connaître un épanouissement. Oui, monsieur le professeur, nous disions qu'aujourd'hui, à travers la République démocratique du Congo,
nous voyons, tout le monde parle du partenariat gagnant-gagnant dans tous les secteurs. Les professeurs d'université, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan scientifique, tout le monde parle de partenariat gagnant-gagnant. Est-ce aujourd'hui, vous qui êtes un expert de la joint venture, vous pouvez certifier qu'en appliquant la joint venture dans tous les secteurs, notre pays pourra réellement décoller? Bon, je l'ai toujours dit, hein, j'ai fait un tour d'horizon lorsque je commençais les recherches. La joint venture s'applique partout. La joint venture a une dimension interplanétaire. Parce que si vous voyez les États-Unis d'Amérique, ils fonctionnent avec la joint venture. D'ailleurs, l'ouvrage que vous voyez, c'est de l'inspiration américaine. Il y a aussi les Anglais, parce que la joint venture est quand même une affaire de l'Écosse. Et les gens disent quand même que c'est l'Angleterre qui est là. Vous allez voir qu'il y a un lien de causalité entre les deux pays. Il y a aussi la France qui a sa vision sur la joint venture. La Belgique que vous voyez là, les gens qui nous ont colonisés, s'ils se sont relancés après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à la joint venture. La joint venture est dans le monde asiatique. La Chine, son épopée là, le Japon, tout ça. On travaille en synergie. On travaille maintenant ensemble. Vous voyez, dans les grandes sociétés, on travaille plus seul. C'est ainsi que nous poussons les gens à intérioriser cela. Travailler le fait que nous ne disposons pas des marchés financiers, nous n'avons pas de structures qui financent. Les structures telles que les investissements à long terme, c'est difficile de s'en sortir sans qu'il y ait le recours à la joint venture. C'est ainsi que nous conseillons aux gens. Pour le faire, il faut aller méthodiquement, avec tact, je dirais même délicatesse. Comme j'ai toujours dit, c'est toute une théorie économique. Il y a des procédés, il y a des techniques, il y a des méthodes. Alors, il faut essayer de s'en approprier, n'est-ce pas? Afin de, lorsqu'on le fait, il y a beaucoup de chances de réussite. Si ça a échoué dans notre pays, détrompez-vous, ailleurs ça a réussi. Là où on l'a appliqué, en bon escient, en bon édiforme, ça porte de fruits. J'ai toujours dit, les pays qui nous environnent ont des budgets éléphantesques, c'est grâce à la joint venture. Alors, parce qu'on l'a fait selon les règles de l'art. Mais chez nous, ça patauge, parce que tantôt vous le faites précipitamment, tantôt, je vous prends encore un exemple. Lorsqu'on dit qu'on doit mettre en place on appelle ça quoi, les études de faisabilité. Vous allez voir que la plupart de nos concitoyens ne prennent pas cette étude ou ces études au sérieux. Alors c'est là où tout se joue. Ou soit on fait cette étude de faisabilité ces études-là prennent 3 ans, voire même 4 ans. Mais le jour où on vient avec ces études pour vous les présenter, on vous demande de les apprécier dans 45 jours. Ça, c'est déjà un piège. Alors, si il est vrai qu'il faut toujours, n'est-ce pas, le faire à ces laps de temps, alors armez-vous suffisamment des experts. Ça ne dérange pas de contacter pour que vous puissiez scruter, n'est-ce pas, décrypter, n'est-ce pas, tout ce qui est écrit dans ces contrats-là. Parce que de nature, la joint venture, il y a toujours un petit rapport de force, mais un rapport de force au niveau de l'intelligence. Ou celui qui est ignorant, mais il est floué. Alors, on va être disposé pour contrecarrer ce genre de choses. C'est ainsi que nous demandons aux gens
d'élire. Nous demandons aux gens des contacts. Nous demandons aux gens de le faire. Parce que si aujourd'hui, on est en train de passer l'information au niveau des ambassades, alors qu'au pays, les gens ne s'y intéressent pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je ne perds pas. Mais ils ont suffisamment l'information. C'est-à-dire que la version John Venture au Congo est déjà véhiculée. Mais les acteurs, les concitoyens, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise, même les entreprises où la John Venture est appliquée, ne sont pas aguerris, n'ont pas toute l'information possible. La profondeur de la John Venture pose problème. C'est ainsi que, comme ce système-là est un système par le temps qui court incontournable, alors nous devons faire un effort de maîtriser les ABC, les BABA de la John Venture. Ça va nous éviter de connaître des pertes, ça va nous éviter d'être considérés à la traîne, éviter que nous puissions chaque fois pleurnicher, étant donné que les fils du pays, certaines personnes sont aguerris dans ces domaines. Ils ont fait de preuves, notamment en ce qui me concerne, aux universités étrangères. J'ai présenté l'ouvrage aux universités marocaines, des grandes universités. Université Ben Abdallah de Fès, Université Sup Management. L'ouvrage a été présenté avec succès. Et tout cela pousse à ce que nous puissions, n'est-ce pas, accepter un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans cet ouvrage. On ne doit pas tout prendre, mais on doit voir, non, ici, ce qui nous intéresse, c'est ça, et on va essayer d'arriver au bon port avec l'application judicieuse et rationnelle de la John Venture. Là, professeur, vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites qu'on ne doit pas tout prendre, on doit prendre ce qui nous intéresse réellement. Est-ce, n'est-ce pas, le problème de la République démocratique du Congo, puisque vous aviez dit tout à l'heure là que la John Venture a été appliquée dans des pays voisins, et aussi en Occident, et ça a réussi, et ici, chez nous, ça n'a pas réussi. Est-ce que ce n'est pas les problèmes des contextes de notre pays qui ne cadrent pas par rapport aux méthodes utilisées de la John Venture ici, ou bien c'est peut-être les négociations qui ont toujours mal tourné? Bon, là, vous avez un peu fait de l'ingéniosité votre cheval de bataille, parce que en posant cette question, ça me renvoie aux conditions. Avant d'entrer dans la John Venture, il y a des conditions. Des conditions économiques, des conditions juridiques, conditions environnementales, conditions économiques. Alors, il faut maintenant essayer, même sécuritaire, de bien calibrer les choses. Si nous sommes dans un contexte de, voilà comment nous allons nous comporter. Si l'objectif était de relancer les activités de ces entreprises restées longtemps en veilleuse, voilà comment nous allons nous comporter. C'est-à-dire le fruit de la John Venture va être réinvesti pour essayer de donner un nouveau souffle aux entreprises considérées comme canards boiteux. Et maintenant, si vous êtes dans ces contextes-là et que le fruit de la John Venture, vous n'arrivez pas à le placer là où il fallait le faire, alors vous allez voir que ça ne va pas réussir. Signer des contrats de John Venture est une chose, mais les retombées de John Venture, qu'est-ce qu'on en fait? C'est justement ça le problème. Vous avez suivi de grandes personnalités de ces secteurs passer à la télé pour dénoncer qu'il ne fallait pas signer ce genre de contrats. Donc il a déclaré vraiment qu'ils ont été floués. Ils ont été floués comment? Parce qu'il n'y avait pas vraiment des gens qui pouvaient faire face, n'est-ce pas, à ces partenaires quand ils sont venus pour dire que non, voilà, vous donnez-nous les mines, en contrepartie, tout ça, parce que tout à leur niveau va dans le sens de chercher à
faire entrer la distraction. Alors si vous êtes distrait ou devant les sommes faramineuses, si vous tremblez, il y a des dispositions dans les contrats qui peuvent, n'est-ce pas, faire en sorte que vous ne puissiez pas bénéficier réellement. C'est ainsi que de grands juristes, de professeurs d'université, de la même manière qu'on fait avec, on a fait avec la Constitution, réunir les forces et les intelligences. Et c'est ainsi que je fais une proposition, projet de loi sur la jeune venture. Parce que comment vous voulez utiliser un concept pareil qui brasse des milliards, mais il n'y a pas un cadre juridique. Un cadre juridique pour essayer de faire fonctionner en toute quiétude, en toute certitude, la jeune venture. Là où la jeune venture est née, c'est sous forme d'une loi. Et il y a eu des réformes à travers le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que peaufiner cette loi pour l'adapter, pour l'implémenter, n'est-ce pas, aux réalités du moment. C'est ce qu'on est en train de vouloir proposer. J'espère que ça va se passer comme ça. Il y a aussi, comment dirais-je, le contrat type. Il y a un contrat type de jeune venture. Parce que si vous voyez bien, dans chaque société, il y a son modèle de contrat. Alors on ne sait pas coordonner les choses. Il y a des ministères appropriés qui peuvent quand même faire en sorte qu'un modèle type de contrat soit proposé. Tout le monde doit suivre. J'ai aussi proposé, n'est-ce pas, un observatoire. Le président de la République doit avoir un œil. Alors, sous forme d'un observatoire, rattaché à la présidence, pour essayer de contrôler, pour essayer de voir ce qui se passe dans ces secteurs. Si on ne le fait pas, ça va être un peu difficile. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a eu absence de pas de porte. On parle aussi de super profit. C'est-à-dire, on découvre les choses après que ces choses aient été réalisées. Pourquoi ne pas anticiper? On découvre seulement que non, on a perdu des millions pour le non-paiement des pas de porte. On doit aussi avoir des actions anticipatives. Et comment anticiper? Lorsque nous parlons, lorsque nous essayons un peu de tirer la sonnette d'alarme, moi j'aimerais que nous soyons maintenant des équipes qui passent à l'offensive. C'est-à-dire essayer de voir les choses avant leur réalisation et les contrecarrer pour ne pas courir derrière. Maintenant, pour recouvrer les 870 millions, bon, il y a maintenant deux pourparlers. Les élections, il paraît que ça demande 600 millions. Et maintenant, rien qu'avec le super profit, on peut organiser ces élections. Je crois que nous sommes là pour seulement faire éveiller les consciences, n'est-ce pas, des décideurs, de faire en sorte que la jeune venture soit vraiment ancrée dans les esprits des citoyens, n'est-ce pas, afin qu'on essaie un peu de voir clair dans ces partenariats. Donc les institutions de la République doivent regarder du côté des universités parce que nous avions dit l'université est au service de la société. Le professeur d'université, les chercheurs à l'université sont en train de faire un grand travail et qui donne des fruits tels que nous avons les ouvrages du professeur John Ekina Bongongo. Ces ouvrages ont été acceptés sur le plan national et international. Nous sommes témoins parce que nous avons vécu au niveau de l'ambassade de la France et puis le professeur est allé dans différentes universités en Afrique et l'Allemagne qui est l'un des pays industrialisés de l'Europe a accepté l'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo. Donc notre Parlement a un devoir de pouvoir rédiger une loi qui protégera les intérêts de la République démocratique du Congo dans les contrats tant miniers qu'autres. Professeur John, nous avons parlé de la joint venture, nous avons parlé de l'actualité, tout ça. Pour conclure notre émission, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous pourriez dire aujourd'hui
pour terminer notre émission? Bon, on a presque tout dit. Ce qu'il faut un peu placer comme dernier mot, c'est de voir que le prof continue les recherches. Je parlais du secteur de l'environnement, où je suis en train de vouloir proposer quelque chose en rapport avec la joint venture. Je vois Madame la ministre, Eve Bazaïba, qui se bat au niveau de ces ministères-là, sur le plan international, même national. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de proposer une histoire en rapport avec la joint venture, n'est-ce pas, environnementale. Là, je suis là-dedans. Vous allez me permettre un peu de dévoiler. Bientôt, un ouvrage va sortir sur la joint venture environnementale. Parce que les efforts que Madame est en train de fournir sous la houlette du président de la République, hein, on est là, on commence à avoir quelques rétributions sur le plan international. Alors nous, les chercheurs, nous plaçons les choses dans le sens qu'il ne faut pas qu'on laisse ces autorités évoluer comme elles le font comme ça. Il faut soutenir avec des écrits, avec des arguments. La joint venture environnementale verra le jour. Nous allons proposer de quelle manière cela peut se faire dans le contexte de la RDC. Ça, je n'ai pris que l'aspect environnement, mais il y a aussi d'autres ministères, notamment les affaires sociales, chez l'excellent ministre Modeste Mutinga, qui est connu plus sous le nom de la République des Inconscients. Moi, je suis là pour proposer une joint venture sociale. Donc, je suis toujours avec vous. Je vous observe. Et je pense que aussi, chez son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui se trouve être mon grand frère, j'ai des écrits la joint venture pour concrétiser, n'est-ce pas, la zone libre d'échange pour le continent africain. Ouais. Je suis là. Et ça sera pour bientôt. Le professeur va venir et va faire des propositions concrètes. C'est ça un peu ce que je voulais dire. Il y a aussi d'autres publications que je prépare, mais ça sera pour l'enseignement. Hein? Voilà, j'enseigne, ça fait plus de 22 ans que je suis à l'université, comme assistant, comme chef de travaux, maintenant professeur. Professeur full. Il me reste 1 année et demie pour le professeur ordinaire. Il faudrait qu'il y ait vraiment des ouvrages puissants, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement, qu'on doit utiliser ici et à l'international. Voilà ce que je voulais dire. C'est ce que je n'ai pas dit. C'est ça. Autre chose, j'encourage mes assistants qui sont toujours avec moi. Je suis aussi encadreur de thèses de doctorat dans beaucoup d'universités, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. On m'a associé, surtout sur le volet joint venture. Je ne peux pas citer ces universités pour raison de publicité, mais attention, je suis un encadreur comme promoteur, comme copromoteur déjà dans ces universités-là. Je demande aux étudiants d'être un peu attentifs pour que nous puissions essayer de travailler en synergie, orienter les choses dans la réflexion de très haut niveau.
pour que la joint venture soit propagée. Parce que, à mon sens, c'est notre seule voie de sortie, comme on dit en latin, modus vivendi. Merci, professeur, pour votre prestation brillante dans cette émission Expertise scientifique. Aujourd'hui, nous avons parlé encore une fois de plus de la joint venture. La joint venture qui est devenue incontournable pour réussir les contrats sur tous les plans. Aujourd'hui, vous avez suivi, vous avez compris que le professeur a parlé de la joint venture sur le plan social, sur le plan environnemental. Donc, on peut retrouver la joint venture sur tout le plan, dans tous les domaines. Donc, nous lançons encore une fois de plus un appel aux autorités de pouvoir regarder de ces côtés-là, doter notre pays d'une loi qui va sécuriser les différents contrats que nous avons dans notre pays, parce que notre pays a beaucoup perdu par rapport au contrat léonais. Nous fixons rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir.